Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a abondamment parlé sur nos ondes il y a quelque temps, les proches aidants. Oui, je vais amener le volet juridique à cela. Oui, moi, je trouve ça important de le faire. Aidant naturel, proche aidant, ce que je comprends, c'est que c'est synonyme. Oui, c'est ça. Moi, je vais faire la différence vraiment entre aidant naturel, proche aidant et représentant légal, parce que c'est souvent mélangé, ces deux fonctions-là. Alors, si on définit le rôle d'un aidant naturel ou d'un proche aidant? Oui. Le proche aidant, lui, n'a aucune assise juridique. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est engagé envers une autre personne pour l'aider, donc le soutenir dans ses besoins au quotidien, donc besoin de soutien. C'est sûr que ça fait vraiment preuve d'altruisme et de bienveillance. Puis, ça évoque vraiment l'engagement envers quelqu'un. Donc, l'aider à faire ses commissions, prendre ses rendez-vous, préparer ses repas, nettoyer son logis, l'accompagner des fois avec certains rendez-vous médicaux. C'est fait souvent sans rémunération volontaire. Il y a un lien affectif entre la personne qui effectue l'aide et la personne qui est aidée. Donc, elle prend directement soin de la personne vulnérable. Donc, c'est vraiment ce qui est l'optique du proche aidant envers tout ça. Mais il n'y a aucune assise juridique. Donc, j'aide ma mère dans ses commissions et tout ça. C'est souvent un membre de la famille. C'est ça, un membre de la famille, puis ouais. Je l'aide à faire ces choses parce qu'elle est plus vulnérable, mais ça me donne pas de droit de représentation. Donc, c'est vraiment, je le fais par bonne conscience, de l'aide, d'altruisme et tout ça, lien affectif et tout. Donc, c'est le rôle qui m'est attribué. Ça, c'est proche aidant ou aidant naturel. Et là, si on parle d'un représentant légal. Oui, le représentant légal, c'est tout à fait autre chose. Donc, cette personne-là, elle a l'assise juridique. Elle a le document ou les droits nécessaires pour représenter la personne vulnérable. Donc, ça ne veut pas dire que la personne, elle est inapte. On va voir les différences entre les genres de représentation tout à l'heure. Donc, ça ne veut pas dire que la personne est inapte, mais je suis son représentant légal. C'est moi qui ai les droits, les pouvoirs entre les mains de pouvoir représenter la personne. Donc, ça peut être un tuteur, ça peut être un curateur, ça peut être un mandataire, ça peut être un procureur. Donc, on va voir les différences entre chacune de ces situations-là. C'est que la personne qui est représentant légal, elle peut signer au nom de l'autre personne. Donc, c'est vraiment différent de proche aidant. Est-ce que ça peut être un proche aidant? Oui, un proche aidant peut être un représentant légal aussi. Donc, c'est pour ça que ça devient mêlant. Des fois, on a des personnes qui ont chacun leur rôle différent, mais parfois, c'est la même personne qui fait tout ça en même temps. Donc, le représentant légal a vraiment un cadre juridique. Donc, il peut s'agir d'une procuration, il peut s'agir d'un mandat de protection, mandat en cas d'inaptitude, qui va être plus reconnu comme ça. Il peut s'agir aussi d'une ouverture d'un régime de protection lorsqu'on n'a pas fait de mandat en cas d'inaptitude, donc de mandat de protection. Donc, la procuration. Oui, procuration. Donc, tout le monde connaît la procuration que l'on peut signer dans une institution bancaire. Donc, cette procuration-là, on l'appelle la procuration spécifique. Donc, parce qu'elle s'applique à un geste spécifique, à un bien spécifique. Donc, je peux avoir accès au compte bancaire, faire les retraits, les dépôts, faire la gestion de ça. Mais je ne peux pas avoir cette procuration pour aller appeler au gouvernement pour la pension de vieillesse Régie des rentes. Donc ça, il faut... Ça prend une autre procuration? Ça prend soit une autre procuration spécifique, il y a des formulaires gouvernementaux pour ça, ou la personne peut signer une procuration générale. Donc, il fait en sorte que son représentant a le droit de la représenter, d'avoir les informations sur son dossier, sur ses avoirs, sur ses biens, partout où est-ce qu'on a un compte ouvert. Donc, tant Régie des rentes, pension de vieillesse, aux institutions financières. J'ai parfois aussi au bureau de poste, donc aller chercher les colis. Donc, la procuration permet d'agir pour une personne qui est apte, mais qui n'est plus en mesure de faire ces choses physiquement. Donc, j'aide ma mère à payer ses factures et ses choses comme ça, ou renouveler ses placements. Elle est encore apte à le faire, mais a besoin d'aide. Donc, elle peut me signer une procuration pour que je puisse le faire pour elle. OK.
Et cette procuration-là, on demande au notaire de nous la préparer. Comment ça fonctionne? Oui, une procuration générale elle peut être faite devant notaire et souvent annexée donc dans le même document que le mandat de protection. Donc, c'est la première partie du document. Fait qu'on le fait comme ça et on a les explications nécessaires aussi en signant cette procuration-là parce que c'est comme si je vous donnais une carte de guichet dans mon compte de banque. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais c'est sûr que vous n'avez pas le droit de me frauder, me voler, c'est choses comme ça. Je dois être consentante pour les gestes que vous posez, mais ça vous permet d'agir pour moi dans toutes les situations. Et le mandat de protection? Mandat de protection, celui-là, c'est la suite de la procuration. Donc, c'est lorsque la personne, elle est inapte. Donc, elle va s'appliquer, oui, pour les biens. On a vu la procuration, je n'ai pas parlé de consentement aux soins, d'hébergement et autres choses du genre. Ça s'applique seulement pour les biens. Donc, meilleur exemple, le compte de banque, le compte de caisse, la régie des rentes, pension de vieillesse, c'est pas mal les étapes qu'on a à franchir lorsqu'on aide nos parents qui sont plus âgés. Le mandat de protection, lui, s'applique concernant les biens, s'applique aussi concernant la personne, parce que lorsqu'on est rendu à homologuer le mandat de protection, je ne suis plus apte, je ne suis plus en mesure d'exprimer ma volonté versus les biens que j'ai et versus mes soins de santé. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui le fasse pour moi. Donc, c'est sûr que souvent, on voit les gens mariés, moi, mais mon mari peut consentir pour moi mes soins et tout ça. Oui, certains volets peuvent être faits, mais le représentant légal, c'est celui qui a les pouvoirs entre les mains. Donc, dans le mandat de protection, la personne que vous avez nommée va faire ça pour vous. Donc, aller chez le médecin avec vous, avoir accès à vos dossiers médicaux, s'assurer que vous avez les soins qui sont requis selon votre état de santé, votre niveau de vie, vos besoins. Donc, votre autonomie aussi que soit préservée. Et elle va aussi, cette personne-là, s'assurer que financièrement, tout est correct. Donc, que gérer votre budget, gérer vos avoirs, gérer vos dépenses et tout. Donc, ça, c'est dans le mandat de protection. C'est quoi la différence? Parce qu'il y a une différence entre les deux documents, mais c'est quoi la vraie différence entre la procuration et le mandat de protection? Je dis toujours d'inaptitude, là, mais on va s'habituer à un moment donné. Mais c'est quoi la différence? C'est l'aptitude de la personne. Procuration, nous sommes aptes. Je peux vous donner une procuration. Je suis en Europe, je vous donne une procuration pour signer mon immeuble, l'achat de mon immeuble à Montmagny. Ça, c'est une procuration. Je suis capable de vous dire, oui, je veux que tu fasses ça pour moi. Okay. Un mandat de protection, je ne suis pas apte. J'ai maladie d'Alzheimer, dernier stade, je suis en coma. Je ne peux pas vous dire, fais ça pour moi. Je l'ai écrit à l'avance dans mon mandat. OK, je l'ai écrit à l'avance. Oui. Donc, et cette portion-là doit être homologuée, le mandat. Parce que vous ne pouvez pas vous lever un matin et dire « Ah, ma femme est inapte, je fais tout pour elle, elle ne peut plus parler. » Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait une évaluation médicale, une évaluation psychosociale, un interrogatoire par le notaire et c'est un jugement à la fin par la Cour qui vous enlève vos droits civils. Donc, vous n'avez plus le droit de vote, votre parole ne compte plus. Vous êtes là physiquement, mais civilement, c'est une autre personne qui exerce vos droits. La personne qui donne le mandat de procuration, ou pas le mandat, mais la procuration à un proche aidant, est-ce qu'il y a de quoi de légal là-dessus ou ça se fait de gré à gré? Ou comment, la procuration peut être donnée à votre proche aidant, mais elle peut être donnée à quelqu'un d'autre. Le proche aidant, c'est celui qui va vous aider au quotidien dans vos affaires, qui va être là pour vous, mais le représentant légal, lui, c'est lui qui a le document juridique pour le faire. Donc, une procuration spécifique, comme je disais tout à l'heure, peut se faire à la caisse lorsqu'on le donne dans notre compte, à la banque et tout ça. Régie des rentes a un formulaire, pension de vieillesse également. Le gouvernement en général ont des formulaires de procuration, mais pour des gestes spécifiques, procuration générale se fait devant notaire. Il faut être prudent, il ne faut pas donner ça à tout le monde. Non, c'est ça. Il faut que la personne soit une personne de confiance et s'assure qu'elle a la même vision, la même mentalité que vous dans le choix de vos soins médicaux, le choix de vos placements et autres gestes à poser financièrement. Donc, si vous voulez plus d'informations sur l'aidant naturel, le proche aidant ou encore sur le représentant légal, je pense qu'il est de mise de prendre de bons conseils avant de signer quoi que ce soit comme document, parce que ça peut être des fois très impliquant de signer des documents qu'on n'est pas certain ou qu'on n'a peut-être pas vérifié l'importance du document avant de le faire. Je vous invite à communiquer avec Maître Nathalie Dubé, son étude qui est située au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce sont de bons conseils que nous devons suivre et les lois aujourd'hui sont faites pour, justement, nous protéger. Donc, il faut prendre de bonnes informations. Oui. Merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours. Oui. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui.